Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour je dirais, quatrième partie, ou troisième partie si on compte pas la présentation, de Speaky. Alors, petite note importante, hein, le logiciel est terminé depuis une bonne semaine, mais j'ai pas fait les vidéos. Voilà, c'est un peu long d'expliquer, faut que j'essaie de faire les choses bien, donc j'aimerais bien prendre mon temps avec les explications. Du coup, aujourd'hui, la vidéo risque d'être un peu longue, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est tout ce qui constitue notre serveur finalement. Pour le moment, on avait fait notre petit manager, on avait fait notre TD message. Pour le moment, donc, c'était un petit peu des choses qui servaient, certes, qui vont servir au serveur, mais qui servent surtout à l'administrateur. Et là, aujourd'hui, on va voir finalement comment on va mélanger tout ça et rajouter des petits ingrédients pour faire un serveur fonctionnel. Si vous vous souvenez, dans le README, on avait fait dans l'UML, là, on avait fait un thread de réception, donc une classe qui serait un thread, hein. Je rappelle, un thread, c'est une tâche qui s'exécute en parallèle d'une autre tâche, mais dans un même processus. Donc, on avait fait un thread de réception et un serveur qui devait tourner, accepter les clients et envoyer les messages. Et le bas blesse. En fait, j'avais pas réfléchi. Comment le serveur peut accepter les clients et envoyer les messages en même temps? C'est pas possible. Il faut donc que l'une des deux tâches soit parallélisée, un petit peu comme pour le receive message, et donc faire un autre thread. J'ai décidé d'une manière assez plouf plouf, on va dire, hein, que ce serait l'émission des messages, donc finalement la classe émission message, hein, qui serait mise en thread, et que le serveur du coup gérerait, on va dire de manière apparente, seulement l'acceptation des clients, l'authentification des clients. Voilà. Donc ça nous donne quoi tout ça? Ça nous donne une classe serveur, donc pas très très grosse, mais vous allez voir qu'elle a pas mal de petites méthodes utiles pour les threads, et deux threads. Un thread pour envoyer, un thread pour recevoir. On est parti. Au niveau des imports, j'ai besoin de pas mal de petites choses au niveau de socket, hein. J'ai besoin déjà de la fonction, c'est une fonction socket, qui elle va retourner un objet de type socket, je crois, tout simplement. Je trouve que c'est un objet de type socket. Euh, Et ensuite, j'ai besoin du coup de timeout. Timeout qui est une erreur, comment dire, faite par le module socket, hein, une erreur qui permet de gérer en fait un problème de temps. C'est-à-dire que quand on va attendre un client, on peut dire je veux l'attendre pendant que 3 secondes. Et au bout des 3 secondes, et ben en fait, tout simplement, la méthode qui permet d'attendre va générer une erreur. Et l'erreur, ce sera l'erreur justement timeout. IFINET, c'est une constante qui permet de dire que je vais utiliser de l'IPv4. Sockstream, que je vais utiliser du TCP. Et ensuite, ces deux-là, ce sont deux constantes qui permettent tout simplement en fait de réutiliser un port qui est encore ouvert, mais pas utilisé par un programme. Je m'explique. Mon serveur il tourne, imaginons. Brusquement, mon ordinateur s'éteint. Bon bah, et du coup le serveur il se... Bah non, c'est un mauvais exemple. Brusquement, je ferme la fenêtre de terminal dans lequel il s'exécute. On va dire que c'est pas un démon mon serveur, on va dire qu'il est dans une fenêtre. En gros, pour un simple, j'ai une fenêtre, il est en train de s'exécuter, hop, je la ferme. Le serveur ne va pas s'être clos proprement, donc, j'ai encore un port qui va être ouvert sur ma machine, le port sur lequel j'attendais que les clients se connectent. Sauf que, imaginons, je relance immédiatement un terminal et je veux relancer mon serveur. Et ben j'ai un souci, ça va m'afficher une jolie erreur en me disant le port est déjà ouvert, tu peux pas l'ouvrir. Tu peux pas ouvrir une porte qui est déjà ouverte, ça n'existe pas. Et ben en fait, ces deux constantes vont permettre de réutiliser un port déjà ouvert finalement, mais pas encore utilisé par un programme. Voilà. Bon, ensuite on importe des choses du module crypto. Alors le module crypto, c'est un module externe à la librairie standard, hein. Vous pouvez l'installer via l'utilisateur pip, hein. Donc pip3 install, ça doit être PyCrypto, je crois que c'est le nom, quelque chose dans le genre. Voilà, vous faites ça, il va le récolter, l'installer. Bon, moi il est déjà installé, vous voyez, hein. Il existe déjà, voilà. Il est très 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 puissant ce module puisqu'il permet de gérer en fait pas mal d'algorithmes de chiffrement qui sont utilisés actuellement. Donc finalement en fait il y a tout ce qu'il faut dans ce module-là pour faire de l'HTTPS. Je sais pas si vous voyez, HTTPS, c'est en gros pour faire simple. On va tout d'abord générer une paire de clés publiques-privées sur le serveur. Le serveur va envoyer au client du coup sa clé. Ensuite, le client va faire la même. Au souvenir, il va envoyer aussi. Je crois que le client chiffre aussi. Alors, enfin, le serveur va aussi chiffrer ses gens avec le client. Donc voilà. Donc en gros, les deux vont chiffrer. Mais ils vont chiffrer quoi? Ils vont pas chiffrer tous les messages parce que ce serait parce que là, un algorithme de chiffrement symétrique c'est très lourd. Donc ils vont s'envoyer une clé d'un autre algorithme qui est AES
et qui lui du coup est un algorithme qu'on dit symétrique, c'est-à-dire qu'en fait on génère une clé que les deux parties vont utiliser pour chiffrer les choses, et il faut connaître la clé pour déchiffrer aussi, tout simplement. Voilà. Donc nous on va simplement utiliser RSA, hein, pas AES. Pourquoi? Parce que je considère que j'ai besoin de RSA uniquement parce que c'est juste pour l'authentification que je vais utiliser le chiffrement. Je l'ai pas implémenté pour tout ce qui va être envoi de message. Ça fera partie des petits trucs à implémenter en plus après, hein. Donc j'importe du coup de crypto.public key, pour public key, RSA. De là en fait je vais pouvoir générer des clés. Ensuite du menu crypto j'importe la méthode, excusez-moi, la classe random. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va créer une paire de clés public-privé, il va falloir qu'on initialise, enfin qu'on passe un vecteur d'initialisation à notre méthode de création. Ce vecteur, il va en fait permettre de générer une clé d'une manière assez aléatoire. Le vecteur, il faut jamais qu'il soit le même. S'il est le même, on peut générer une clé qui est pas toujours la même, hein, ça c'est faux, mais qui est en tout cas similaire et retrouvable. Donc en fait, Crypto, ils ont créé une petite classe random qui permet de générer des vecteurs d'initialisation randomisés, enfin de manière aléatoire. Voilà. Ensuite, on va aller chercher donc dans constante soc, donc qui est un tuple avec IP et port. Alors pourquoi IP port? Parce qu'en fait IP ce sera l'adresse IP de l'interface sur laquelle on écoute, et le port, le port sur lequel on écoute. Et ensuite bit. Bit c'est le nombre de bits de la clé RSA. Donc moi par défaut j'ai mis 2048 je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui j'ai mis 2048, j'en suis sûr en fait. Voilà, 2048 bits. Et ensuite le socket, il y aura une adresse IP. Alors ici on n'en met pas. Pourquoi en fait? Parce que par défaut, quand on ne met pas d'adresse IP, socket il va considérer que en fait c'est qu'on veut que toutes les interfaces soient en écoute. Je m'explique. Sur mon PC, je sais que cette commande n'est plus très utilisée, mais je trouve qu'elle est plus jolie à utiliser. Voilà, j'ai trois interfaces. ETH, une interface donc Ethernet, une interface wireless, donc comment on appelle ça, Wi-Fi, enfin pour du sans fil quoi, et ma boucle locale, donc qui est considérée comme une interface. Je voudrais que mon programme il écoute sur toutes les interfaces actives. ETH n'est pas active, elle n'a pas d'adresse IP, mais ma boucle locale est active, elle a une IP, et WLAN elle est active aussi. Et ben, je veux qu'en fait ces deux interfaces, je puisse accéder au service depuis ces deux interfaces. Et ben en fait pour ça, je passe simplement du coup un paramètre none, enfin plutôt une chaîne de caractères vide, comme interface. Et du coup, Socket va comprendre que c'est que je veux que toutes mes interfaces actives me permettent de soit en écoute sur le port 4444. Voilà, c'est ça précisément. Et ensuite, j'ai besoin de manage users. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je fasse des vérifications de nom d'utilisateur et de mot de passe. Et on se souvient que dans manage users, il y a une méthode verif-compte où je lui passe le nom d'utilisateur, le mot de passe et il me dit si oui ou non le compte existe. Et pour finir, de mes threads. Donc mon thread envoyé et mon thread recevoir. Allez, on est parti. On crée une petite classe. On définit notre constructeur qui prend le socket, donc finalement le tuple IP port. Alors on va avoir un attribut un séparateur, parce que chaque message qui sera envoyé par le client sera de la forme nom d'utilisateur, le séparateur, le message. Donc ce sera pour pouvoir récupérer nom d'utilisateur et message. Ensuite le socket, enfin le tuple, je le garde. User, ce sera une liste des noms d'utilisateurs des clients connectés. Client, ce sera une liste des sockets des utilisateurs connectés. Message sera une liste des messages qui n'ont pas encore été envoyés. Enfin, des messages en fait, tout simplement quoi. Creds, ce sera l'attribut du coup qui sera en fait manage users. Voilà, parce que je l'ai appelé comme étant creds. Donc en fait, finalement, j'ai ma classe manage users dans ça. Sauf que moi, j'aurais pas besoin de toute ma classe, j'ai juste besoin de la méthode verif-compte. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, j'attribue à self.verif, je crée un attribut verif, qui sera une référence à cet attribut-là, et à cette méthode-là, plus précisément de cet attribut-là. Voilà. En fait, ça me permettra du coup que dans mon programme, au lieu de faire self.creds.verifCompte et de mettre mes paramètres, de faire juste self.verif et mettre mes paramètres. Et ensuite, sûrement comment on appelle ça, l'attribut le plus important de ma classe, c'est l'attribut start. C'est un simple booléen, mais c'est lui qui va faire que mon serveur va se comporter proprement ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, tant que mon serveur est actif, ce truc-là est à vrai. Start est à vrai. Quand mon serveur va vouloir se fermer, il va se mettre à faux, parce qu'en fait, mes threads, ils vont se tuer, donc ils vont mourir uniquement quand start deviendra faux. Alors ça, je vous expliquerai pourquoi c'est cette notation-là après. Mais en tout cas, il faut se souvenir que tant que start est vrai, mes threads, ils tournent. Quand start est faux, mes threads, ils meurent.
Ça permet en fait de tuer tous les threads assez proprement parce qu'en fait en Python ils ont pas fait de. D'ailleurs je sais pas si dans les autres langages c'est comme ça, mais on peut pas accéder au thread de l'extérieur et le tuer de l'extérieur. Il faut être dedans le thread pour le tuer. Il faut qu'en fait la tâche qui a été attribuée au thread se finisse. Sauf que dans la plupart des cas, on aime bien faire des threads qui tournent en boucle. Moi mon but ça va être qu'il tourne en boucle. Et du coup si j'avais fait une boucle infinie, il tournerait toujours et je pourrais pas l'arrêter autrement qu'en faisant des vieux CTRL-C sur mon, sur mon terminal. Alors que là, il y a une enfin, j'ai trouvé un petit truc pour le terminer proprement. Voilà. Assez parlé, on passe à la méthode principale, run. Très simple cette méthode. Je vais essayer de faire ce bloc-là, et si jamais je capte une erreur de type keyboard interrupt, en gros, si jamais je fais ça, un CTRL-C sur mon terminal, c'est-à-dire qu'en fait je veux fermer clore la tâche actuelle, et ben en fait, si jamais il se passe ça, bon je fais un petit affichage, hein, je mets ce fameux start à follow, et ensuite j'appelle ma méthode stop client, qui est ici, et qui va en fait dire que pour chaque client qu'il y a dans self.client, souvenez-vous la liste qui contient les sockets clients, et ben je ferme le client, voilà, simplement. Et ensuite, si je lève pas cette erreur-là, on va exécuter cette partie de code-là. Alors cette partie de code-là, qu'est-ce que je fais? Je crée un thread envoyé, donc ce thread-là, auquel je passe la référence de ma classe supérieure. Donc en fait, ce qu'on appelle la référence, c'est le self, hein, c'est ce truc-là. Tac, voilà. Et donc je lui passe ça en fait. Ça, en fait, il pourra du coup pourra accéder à la classe au-dessus, et surtout pour avoir les changements en direct de la classe au-dessus, puisque ça c'est une référence comme je disais, donc ça veut dire qu'en fait on accède à la même zone mémoire. Et je lance mon thread, je fais des petits affichages, hein. Et alors là j'utilise un bloc with, parce que c'est très propre le bloc with. Pourquoi c'est très propre? Parce qu'en fait, ce que je vais utiliser dans ce bloc là, donc cette variable là, à la fin de with, Python va automatiquement appeler la méthode close sur l'objet qui aura été référencé ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je dis que pour cet objet-là, là, donc le socket que j'utiliserai avec de l'IPv4 et du TCP, que j'appelle sock, hein, cette petite ligne-là, sec-sock-opt, en fait, elle sert tout simplement, comme je disais, à réutiliser un port déjà utilisé, enfin s'il est déjà ouvert. S'il n'est pas ouvert, ben voilà. Ensuite, la méthode bind permet en fait d'associer une IP et un port à notre socket. Donc là, je lui passe du coup le self.sock. Donc souvenez-vous bien, self.sock, on lui passe ici et c'est ici. Donc c'est le type IP port. Et ensuite, listen, en fait, c'est une méthode qui permettra de gérer autant de clients avant qu'il y ait d'erreur. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 clients qui voudront se connecter en même temps, mais qui auront des échecs, c'est-à-dire qui tenteront de se connecter, mais où il y aura une couille, par exemple mon OS qui fait pas les choses correctement, ou leur hein, qui envoie pas des messages corrects, et bien au bout de 5 erreurs comme ça se clôt. Alors à savoir, il y a très rarement des erreurs, hein, puisque en télécom, quand on fait un envoi de ce type-là, donc un envoi de type données, hein, on tolère un bit sur 1 milliard d'erreurs. C'est-à-dire que sur 1 milliard de bits envoyés, il y a le droit d'avoir un bit qui a une erreur. Et en plus de ça, ce bit qui a une erreur ne génère pas forcément un message qui est erroné, puisqu'il y a des méthodes qui permettent en fait tout simplement de détecter les bits erronés et de les réparer. Autrement dit, c'est extrêmement rare qu'on arrive à un client où il y a déjà une erreur, mais alors 5, il n'y en aura pas. Voilà. C'est juste que c'est une méthode actuelle, enfin une méthode à utiliser obligatoirement. On peut l'utiliser sans paramètres, et dans ce cas-là, en fait, notre OS va lui-même déterminer combien de clients il peut ne pas, enfin combien de clients peuvent avoir des erreurs avant qu'ils s'arrêtent. Voilà. Moi je mets 5 par défaut, parce qu'en fait, je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai appris le Python, et surtout que j'ai géré un peu le réseau, j'ai suivi un cours, et dans ce cours-là, on nous conseille de mettre 5. Je me pose pas plus de questions, j'utilise 5. Après, je lance une petite boucle infinie. Qu'est-ce qu'elle fait cette boucle? Elle va enregistrer un client, donc en appelant la méthode self.acceptClient et en lui passant l'objet socket en paramètre. Et ensuite, si ce client est différent de faux, parce qu'on va voir comment il fonctionne après, hein, et bien dans ce cas-là, je lance un thread de réception pour le client. Voilà, tout simplement. Alors le thread de réception, qu'est-ce qu'il prend? L'objet du client, l'objet socket du client et la référence à notre classe. On regarde ici, hein, le socket du client et la référence à notre classe. Voilà. Pourquoi ça me dit que c'était pas enregistré? Je sais pas. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attarder sur accept client, qui est très importante. Accept client, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va gérer justement l'authentification des clients. Je récupère un tuple avec le socket client et les infos, du coup en utilisant la méthode accept sur mon objet socket qui m'est passé. Alors en fait, qu'est-ce qu'elle fait accept? Bah, elle va accepter le client et elle va retourner le socket du client et les infos. Et les infos, si je les capte, en fait, si je les capte, c'est parce que plus tard, on pourra mettre en place des logs. Et dans les infos, il y a
une liste qui contient l'adresse IP du client et le port avec lequel il est connecté. Donc on pourra faire des logs dans lesquels on pourra mettre toutes les connexions entrantes avec l'IP, le port, etc. Enfin, voilà. Ce sera des améliorations qu'on peut faire. Qu'est-ce que je fais? Je génère une clé, en utilisant du coup le fameux generate de RSA. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend quoi en paramètre plutôt? Le nombre de bits, donc souvenez-vous 2048, hein, c'est la constante, et random.new.read, ça c'est pour notre vecteur d'initialisation, c'est un nombre au hasard. Et ensuite, je récupère la clé publique de cet objet-là, parce qu'en fait, ça va retourner un objet de type RSA, si je dis pas de bêtises, ou public key, je ne sais plus. Et en fait, qu'est-ce qu'il... non, c'est RSA, je crois. Qu'est-ce qu'il a, cet objet? Et bah, de base, en fait, il contient toutes les méthodes pour gérer la clé privée. Et ensuite, si je veux accéder à la clé publique qui est associée à cet objet-là, il faut que je fasse la méthode public key. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon objet qui est là, j'appelle la méthode public key qui va me retourner l'objet de la clé publique, et je fais export key. Export key, c'est pour retourner une chaîne de bytes de cette clé-là. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais pas pouvoir envoyer un objet sérialisé au client, je vais juste envoyer directement la clé qui sera comme ça, quoi. Voilà. Je lui envoie ma clé publique, il la reçoit, et là, petite chose que j'ai mis en place pour éviter que des petits malins trafiquent manuellement, pas de manière scriptée, parce que si c'est scripté, les 3 secondes, on s'en fiche, hein, mais manuellement, la méthode d'envoi, en fait, j'ai mis un timeout de 3 secondes. C'est-à-dire que si au bout de 3 secondes, j'ai toujours pas reçu de message du client, enfin, s'il m'a en gros pas envoyé ses credentials chiffrés, et ben je considère qu'il y a une erreur, et du coup je retournerai faux. C'est-à-dire que ce client-là, je ne le gère pas. Si jamais il me les envoie dans les 3 secondes, je récupère les credentials, enfin excusez-moi, les noms d'utilisateur et mot de passe, et ensuite je remets le timeout à none. Parce qu'ensuite, pour la reste, on n'a plus besoin de timeout, hein, on s'en fiche. Qu'est-ce que je fais? Donc là, je déchiffre les credentials que je reçois, parce qu'en fait, il a chiffré avec la clé publique que j'ai envoyée, donc moi je déchiffre avec ma clé privée cette fois-ci. Hein. Souvenez-vous, hein, dans ce genre d'échange, on envoie notre clé publique, il chiffre avec la clé publique, il nous le renvoie, on déchiffre avec la clé privée. Et ensuite, je récupère les creds. Alors pour ça, comment je fais? Je prends mon objet, donc qui est ici, hein, qui est un objet de type byte, parce qu'une fois qu'on a décrypté un objet de type byte, je le décode pour avoir un objet de type string, que je strip, c'est-à-dire qu'en fait j'enlève les caractères saut de ligne au début et à la fin de la chaîne de caractères, et ensuite je le split en fonction d'un séparateur, donc c'est-à-dire qu'en fait je vais renvoyer une liste de n items qui auront été séparés dans la chaîne par ce truc-là, donc le 2 points. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je fais finalement, c'est que si j'ai AAA, 2.AAA, et ben je renvoie une liste qui sera de cette forme-là. AAA, virgule, voilà. Enfin, bien évidemment, entre côtes, hein, mais vous avez compris. Voilà, ici, tout ça, c'est entre côtes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai défini que ce serait le 2 points qui serait envoyé voilà, par les clients. Ce sera nom utilisateur, 2 points mot de passe. Si les credentials, si la len donc, de cette liste-là, elle est différente d'eux, c'est-à-dire que finalement, j'ai pas un utilisateur et un mot de passe, j'ai soit plus, soit moi, et ben dans ce cas-là, la requête elle a été erronée parce que moi le client du côté quand je l'aurais codé, enfin que j'ai codé, hein, il est déjà là, il n'envoie, enfin si jamais tout se passe bien, il n'envoie que 2 choses, hein, pas plus ou pas moins. Donc c'est-à-dire que la requête aura été trafiquée. Donc bon bah là je retourne faux, parce que c'est-à-dire qu'il y a des risques d'erreur un peu partout, donc le client je ne le gère pas, il se reconnectera plus tard s'il veut. Je fais une vérification des credentials, donc je vérifie, je lui passe le nom d'utilisateur, le mot de passe. Si jamais c'est false, le client, je ferme la connexion avec lui et je retourne faux. Je ne gère pas ce client-là parce que il a un utilisateur et un mot de passe qui sont pas justes. Et si jamais ça c'est vrai, enfin si jamais ce n'est pas faux en tout cas, ça veut dire que c'est vrai, hein, parce que ce truc-là renvoie soit faux soit vrai. Et dans ce cas-là, c'est top. J'envoie au client OK pour qu'il soit averti que ça y est, il peut m'envoyer des messages. Et ensuite, self.client.append client, c'est pour mettre le socket client dans cette liste-là, excusez-moi. Hein. Ensuite, self.users.append, crête 0, donc crête 0, souvenez-vous, c'est le nom d'utilisateur. En fait, c'est juste pour ajouter le nom d'utilisateur à users. Comme ça, on montre qu'il est bien authentifié auprès de nous. Et si jamais les autres clients, enfin les autres gens qui sont connectés veulent savoir s'il est connecté, ils pourront savoir, ils pourront le demander. Et je retourne l'objet client. Voilà. Donc ça, c'était accept client. Et ensuite, j'ai tout plein de petites méthodes ici qui sont, en fait, pour simplifier la vie une fois que je serai dans les threads. Parce que comme vous avez vu, on passe aux threads, on leur passe une référence de ma classe. Sauf que si je devais faire à chaque fois, dans mes threads, si je devais faire self, parce que je suis dans mon thread, point, la référence, point, je sais pas, par exemple, si je voulais ajouter un utilisateur, donc point users, parce que du coup, une fois que je suis dans la référence, je peux faire appel à users, voilà, ici, et que je voulais ajouter un truc, donc point append, tac, tac, vous voyez, c'est long, ça fait 4 trucs. Alors que, si directement, dans cette classe-là, je fais un truc,
que du coup je fais self.référence, et que j'ai déjà une méthode qui me permet d'ajouter des choses. Par exemple, la fameuse addMess. Et que du coup, je n'ai plus qu'à faire addMess du message. Et puis à faire self.référence.mess.happen. Vous voyez, il y a une différence assez notable d'un mot. Alors je sais, voilà, c'est peu, mais disons qu'à la longue, ça évite les erreurs, quoi. Donc j'ai pas mal de petites méthodes cool. Stop client, on stoppe tous les clients qu'il y a dans la liste client. Remove client, j'enlève un client d'une liste. AddMess, j'ajoute un message. Show users, je retourne une liste formatée de tous les utilisateurs qu'il y a dans users. ClearMess, je remets message à 0. Remove user, vous avez compris, hein, j'enlève un utilisateur, enfin un utilisateur de la liste user. Petite particularité, c'est qu'ici, pour pas me casser les pieds, en fait, je passe directement dans le message, parce que là, dans mon thread, il n'aura pas à se casser les pieds à déchiffrer le message correctement, etc. Et du coup, il n'y aura que dans cette méthode-là qu'il le déchiffre pour récupérer l'utilisateur. Excusez-moi. Et ensuite, add user, bon, la même chose, hein, on lui passe un message, il ajoute l'utilisateur à la list users. Et ensuite, db, c'est pour retourner une chaîne de caractères formatée de tous les messages qui sont dans la base de données. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui voudrait voir l'historique des messages, bah, il envoie un message spécial. Vous verrez que j'ai fait des petits code message, on va dire, je sais pas comment dire. Il m'envoie le code message, et moi, je retourne du coup ce truc-là à la place de diffuser son message comme s'il était normal. On est parti. Souvenez-vous, dans Run, ici, excusez-moi, dans Run, ici, on crée un thread envoyé. On va aller voir comment il fonctionne. Et ensuite, on crée un thread de réception pour chaque client. On va voir comment il fonctionne les deux. J'ai besoin de quoi? Donc, du module threading, j'importe la classe thread. Classe qui sera héritée à chaque fois, et dont je surchargerai la méthode run. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, hein. On hérite de thread, on surcharge run, et comme ça, quand on lance le thread, ce qui s'exécutera, ce sera ce qu'il y a dans la méthode run. Voilà. De time, j'importe sleep, parce que en fait, vous verrez que dans mes deux threads, j'ai des boucles infinies, et qu'en fait, faire tourner une boucle infinie, là par exemple, cette boucle-là, la faire en tournant en infini, ça veut dire qu'elle tourne à plusieurs milliers de fois par minute, c'est beaucoup, ça demande beaucoup de calcul, et pour être honnête, les clients, ils n'ont pas besoin qu'on leur envoie à la seconde près, enfin, c'est-à-dire que s'il y a une seconde de battement entre un message, plus le temps de latence où il est envoyé, c'est pas très grave. Donc j'ai mis un petit sleep d'une seconde, ça me fait une fréquence de 60 Hz, donc voilà, donc enfin, ça fait, excusez-moi plutôt, 60 fois à la minute qu'on envoie, enfin 60 tours de boucle à la minute, voilà. Donc voilà, c'est largement assez. De constante, j'importe receive. Alors receive, c'est une constante que j'ai définie en fait qui est le nombre de bits, enfin de bytes, enfin d'octets quoi, qu'on écoute. C'est-à-dire qu'en fait le client pourra m'envoyer jusqu'à n bytes, et du coup n sera défini par receive. Donc moi je l'ai mis à 1024 de base, hein, on peut le monter, hein, 2048, vous faites ce que vous voulez. 1024, ça couvre la plupart des messages, hein. Quand vous envoyez un snap, il y a une limite de caractères qui est définie, et je crois pas que cette limite de caractères aille au-delà des 1024 bytes, hein. Peut-être qu'elle va à 2048, mais enfin voilà quoi, on peut la changer, hein, c'est pas rien de grave. Et ensuite, j'importe DB messages, de DB messages. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais recevoir un message, il faudra bien que je l'enregistre dans la base de données. Voilà. Bon, alors, envoyer, comment il fonctionne? Comme je vous ai dit, on hérite de thread, on demande la référence à l'objet qui est au-dessus, et on hérite, on surcharge run, et tant que l'attribut start de la référence qu'on a est vrai, donc c'est-à-dire finalement tant que ce truc-là est vrai, c'est-à-dire en fait tant qu'on n'est pas arrivé ici et qu'on l'a pas mis à faux, donc tant que le serveur tourne, et ben on fait des tours de boucle, on dort une seconde, on prend tous nos messages, c'est-à-dire qu'en fait là je fais une copie de la liste mess, et ensuite je clear tous les messages, c'est-à-dire qu'en fait imaginons il y a 3 messages dans la liste, je les copie dans une variable ici, et je remets la liste à 0, et ensuite, si la laine des messages est différente de 0, c'est-à-dire finalement si la liste n'était pas vide, si la liste n'était pas comme ça, tac, et bien dans ce cas-là, pour chaque client qu'il y a dans cette variable-là, tac, et pour chaque mess qu'il y a, j'envoie le message au client. Client.send le message. Voilà. Assez simple, efficace, on envoie les messages, ça marche très bien. La réception est un peu plus complexe parce que c'est dans la réception qu'on va gérer les codes, je sais pas comment on les appelle, hein, genre pour que le client puisse devenir invisible, c'est-à-dire que les autres ne sachent pas qu'il est connecté, ou qu'il redevienne visible, ou qu'on demande l'historique, ou qu'on demande la liste des utilisateurs connectés, enfin ce genre de choses. C'est dans la réception qu'on le gère. Comment ça se passe? Pareil, on hérite de thread, on demande le socket client et la référence à la classe au-dessus, on crée un petit attribut supplémentaire qui sera du coup enfin notre classe DB message, hein, simplement quoi. J'hérite, je surcharge run, et qu'est-ce qu'on fait? Pareil que tout à l'heure, tant que start est vrai, je reçois les messages d'une taille de receive max, parce qu'en fait, receive, il prend, enfin receive,
pour resave, quoi. Il prend un nombre d'octets en paramètre, le nombre d'octets qui sera le nombre d'octets maximum qu'il attend. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais on redescend et qu'on arrête de penser Python et on pense plus loin, parce que Python, derrière tout ça, il y a d'autres concepts qui sont cachés. Il y a notamment beaucoup de C. Le C et le Python sont très intimement liés. Et ben derrière tout ça, en fait, le socket, enfin comment dire, les méthodes qui ont été codées, elles ont été codées pour que quand on descend au niveau, il y a un buffer qui soit créé, qui soit de n bytes de taille, enfin n octets de taille. Et en fait, finalement, il faut qu'on lui passe une taille à un moment. Et ben du coup, c'est là qu'on lui passe. Et du coup, on aura un buffer de 1024 bytes pour nous. Et du coup, il ne pourra recevoir que 1024 bytes de messages. Ensuite, les messages reçus seront dans la prochaine réception. Voilà. Si la length des messages est égale à 0, en fait, en réseau, il y a une petite truc toute simple, hein, c'est que nos sockets, il y a une convention qui a été adoptée, c'est que quand le socket est fermé, on envoie nul, enfin on envoie 0, on envoie rien finalement. Et bien dans ce cas-là, enfin, c'est pas vraiment qu'on envoie, c'est qu'on reçoit rien plutôt, on va dire ça comme ça. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je fais un appel à référence, je fais un appel à la méthode remove client sur ma référence, et je remove le client. Donc ça veut dire que finalement, j'enlève le socket client du client dans cette liste-là, et je break, bah mon thread réception n'a plus rien à faire si jamais le client n'existe plus, donc je casse cette boucle-là, finalement je sors de cette boucle-là. Si je reçois bye bye, enfin s'il y a bye up dans le message, donc parce que souvenez-vous, le message ce sera non utilisateur, le séparateur, le message, donc s'il y a ça dans le message, j'enlève l'utilisateur du message que j'ai reçu. Si jamais il y a listil, c'est qu'il demande la liste des utilisateurs, donc ce que je fais c'est que je lui envoie la liste des utilisateurs. Souvenez-vous que showUser, c'est une méthode ici, on l'a montré juste avant, tac 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 tac, voilà, qui permet de retourner une liste formatée, enfin une chaîne de caractères d'une liste formatée de tous les utilisateurs. On lui envoie ça au client, il se débrouillera avec. Hein. Hey hey, c'est en fait un client qui aurait fait buyub et qui voudrait redevenir visible, bah, il envoie un petit message hey hey. Et history, c'est un petit message pour dire je veux l'historique de tous les messages qu'il y a dans la base de données. Voilà. Et ensuite, bah, si jamais c'est aucun de ces codes-là, bah, c'est que c'est un message normal. Et du coup, je gère le message. C'est-à-dire que je l'ajoute dans message. Donc, je l'ajoute ici. Voilà, je l'ajoute ici. Pour que le thread envoi puisse le gérer. Je récupère le nom d'utilisateur et le message en décodant, enfin en faisant tout mon petit bleu là que j'ai à faire. Donc c'est-à-dire que je prends mon message, le décode parce que c'était une chaîne de bytes, je fais une chaîne de caractères. Et ensuite je le split en fonction du séparateur qui est là. Et j'ajoute le message dans la base de données. Donc ça, souvenez-vous, self.db.admes, c'est ici. Excusez-moi, je descends. Self.db.admes, voilà, admes, il est là, qui prend des infos et qui permet d'ajouter, alors c'était un truc assez malin que j'avais fait, hein, qui permettait d'ajouter des choses dans une base de données assez, c'est assez modulable, quoi, voilà. Donc on ajoute le message dans la base de données, voilà. Comme ça, dès qu'on a reçu un message, il est prêt à être envoyé, enfin il est prêt à être envoyé en tant qu'historique. C'est-à-dire que si un client demande l'historique, il aura immédiatement le message dans l'historique. Voilà. Ben ma foi, ça a été rapide. J'ai parlé. Enfin, ça a été rapide. Ça a été peut-être long pour vous, mais j'ai essayé d'être rapide. J'ai parlé vite. Peut-être qu'il y a beaucoup d'infos qui vont vite. Peut-être que j'ai été imprécis du coup à cause de cette rapidité. C'est pourquoi, si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. Si vous avez envie de me préciser des choses que j'ai mal expliquées, des choses que j'ai mal dites, des choses qui étaient carrément fausses, pas de problème, hein, au contraire, moi je veux progresser, donc ça passe par ça aussi. Et si vous avez envie d'avoir le code, sachez que je vais le mettre sur mon GitHub sous peu, parce que bah, comme je disais, il est fini, et voilà quoi, ça fait un petit truc de plus, donc il sera sur le GitHub. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour notre petite classe client. Et une fois qu'on aura fait le client, donc c'est-à-dire dans 2 vidéos, je montrerai le rendu final avec une GUI que j'ai faite, hein, mais que je détaillerai pas forcément aussi précisément que là, puisque je suis très nul en création d'interface graphique, elles sont très moches, et que du coup je me verrai pas donner des conseils sur des choses que je ne maîtrise pas, quoi. Genre quand je sais pas faire d'esthétisme, ça servira à rien que je vous dise waouh, vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Bon, et ben je vous dis au revoir et à la prochaine.